Merci, et merci tout spécialement pour ce bel hommage. On a tous connu Rémy Gentilhomme, c'était un très grand notaire et un très grand fiscaliste. Donc merci de l'avoir rappelé. Nous voilà au terme de cette première partie. J'imagine que vous avez de nombreuses questions qui se posent à vous. Auriez-vous le courage de les exprimer? La parole est à la salle. Voilà, une question là-bas, si vous voulez dire qui vous êtes, est-ce qu'il y a un micro qui peut se promener dans la salle? Je ne sais pas. Venez jusqu'à nous, on va vous passer le micro. Bonjour, Isabelle Paris, je suis notaire à Marseille. J'ai juste une question par rapport aux précautions à prendre sur la mise en place de la donation-partage transactionnelle. Vous avez parlé peut-être prévoir une sûreté sur le bien, de ce que j'ai compris, de prévoir, dans les précautions, il y avait l'inventaire obligatoire, la substitution interdite, ou l'aliénabilité à prévoir. Il y avait, j'ai compris ça, une sûreté sur le bien à prendre. Quelle est-elle? Oui, mais de quelle manière? Parce qu'il faut bien que... qui est propriétaire? Oui, pardon, c'est dans la libéralité, pardon. Oui, oui. Alors, effectivement, on part du principe que le premier gratifié est un propriétaire, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure, dit ordinaire ou lambda. Mais vous pourriez très bien prévoir des garanties bancaires, des cautions, ou que le premier gratifié, sur du patrimoine qu'il a déjà, qui n'est pas concerné par la libéralité, mette également une sûreté en place. Tout ceci pour garantir le second gratifié. De même que l'on peut prévoir une clause d'inaliénabilité qui aussi constitue une forme de garantie. Alors d'autres questions? Votre question est très pertinente parce que très curieusement, le législateur en 2006 n'a pas repris ce qui était prévu dans le Code civil à propos des substitutions prohibées, permises, pardon. C'était le tuteur à la substitution. La loi prévoyait qu'on désignait un tuteur qui était chargé de surveiller, au fond, le premier gratifié. Ça a disparu par cette disposition. Ça, c'est la plume de Pierre Catala, qui a substitué, si j'ose dire, cette règle très singulière. La libéralité prévoit les moyens de sauvegarder les droits du second gratifié. Merci du conseil, mais comment on fait? C'est ce que vous disiez. Les sûretés, mais comme vous le faisiez observant, quand faut-il avoir des biens offrir en garantie? Et la caution, il faut la trouver, la caution. Qui va se porter caution d'une telle obligation? Et le banquier qui va se porter caution. Et combien ça va coûter? Donc finalement, l'idée du tuteur à la substitution, je pense que ce n'est pas une idée qui pourrait être retenue, un peu comme dans la fiducie, il y a des protecteurs de la fiducie, quelqu'un qui est là, qui surveille quelqu'un qui n'est qu'un propriétaire grevé de charge. Voilà. Alors, faut trouver le tuteur, le bon tuteur. Voilà. Mais je me demande si ce n'est pas de ce côté-là, peut-être, qu'il y aurait des recherches à mener. Quant à l'inaliénabilité, bien sûr, mais attention, elle aggrave le cas, l'inaliénabilité. Hein. Parce que dans la graduelle, s'il vend, s'il trouve acquéreur, s'il en trouve un, la vente sera peut-être valable. Hein. Peut-être que les droits du second ne s'ouvriront jamais. L'inaliénabilité, c'est fini. Hein. À la limite, il y a plus de... Je sais pas. Merci. D'autres questions? Revenons en arrière, au titre du notariat, il faut se souvenir que là, nous engageons directement notre action en responsabilité à ne pas rappeler tout ce qui existait au moins avant la réforme de 2006. Le tuteur, qu'on peut remettre en place conventionnellement, l'inventaire bien évidemment, la reddition des comptes, la manière de conserver les biens. En réalité, le Code civil, et j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, nous charge complètement en tant que rédacteur de la libéralité de garantir la volonté du disposant et en conséquence de l'obligation de transmettre
au profit du second gratifié. Il faut faire attention, en fait, on est plus responsable depuis la réforme de 2006 qu'avant. Merci. D'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, on va faire une petite pause. Combien de temps, Sophie? Ah, une question. Je ne l'avais pas vue, pardon. Venez. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur un point que vous... Ah, excusez-moi. Je m'appelle Monsieur Garrocio et je suis étudiant en Master 2. Voilà. Je voulais revenir sur les propos du professeur Grimaldi par rapport au cas d'espèce que vous avez exposé, notamment quand vous dites que la donation-partage, donc faite par le donateur, l'ascendant, peut porter donc sur des biens qui lui appartiennent, mais également sur des biens qui lui appartiennent plus et qui ont fait l'objet du coup d'une donation antérieure. Quand on réintègre ça, donc on est d'accord que déjà, ce sont des biens qui ne lui appartiennent plus. Et est-ce qu'on n'est pas soumis, moi c'était surtout sur l'aspect fiscal sur lequel je voulais revenir, c'est que vous avez un droit de partage qui est de 2,5% de mémoire, plus les droits de mutation à titre gratuit. Et qu'en est-il de l'aspect fiscal, pardon, sur la deuxième, sur la donation partage transgénérationnel, où on va réintégrer en fait des biens qui ont déjà été donnés. Sur la fiscalité, j'ai la bonne fortune d'avoir Noïs à mes côtés. Donc, ce que je crois savoir dans les limbes, c'est qu'il n'y a jamais cumul, partage et droit de mutation. C'est ou l'un ou l'autre. Bon. Mais cela dit, lorsqu'il y a une incorporation, il va de soi qu'il y a un partage qui est fait par le donateur, dans une transgénérationnelle par l'ascendant, de biens qui lui ont appartenu et qui ne lui appartiennent plus. Ça, c'est une évidence. Alors, l'analyse juridique de l'incorporation, la doctrine, je cite beaucoup, hein, enfin, le père Navarret y a consacré quelques pages dans sa thèse. Il y a plusieurs analyses. Est-ce un rapport, comme disait Pierre Catala? Est-ce que c'est une novation par changement de cause, disent les savants? Est-ce que c'est un mutus dissensus? Peu m'importe. Peu m'importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la loi permet au donateur de redistribuer les cartes. Voilà, c'est sous son autorité. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est fondamental dans la donation-partage. Le donateur dit « je vais distribuer ». Alors, il peut d'ailleurs faire une donation-partage uniquement avec des biens qui ont déjà été donnés. Il peut avoir une donation-partage sans nouveaux biens. Et c'est ce qu'on fera toujours, je parle sous ton contrôle, si on veut éviter le droit de mutation à titre gratuit, justement. On n'y mettra que des biens qui ont déjà été donnés. Parlons de la donation-partage ordinaire. On n'y met que des biens qu'on a déjà donnés, mais on les redistribue parce que les goûts ont changé. Et dans ce cas-là, il n'y aura qu'un droit de partage qui sera dû. Sans qu'on se pose la question de savoir s'il est redevenu propriétaire, ça ne lui appartient plus, etc. Il y a dans l'incorporation une reprise en main par le donateur, et c'est lui qui distribue. Ce n'est pas des accords entre les enfants copartagés. Bien sûr qu'il faut qu'ils soient d'accord, et c'est sous son autorité. Voilà, et donc il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit dans ce cas-là. Autre chose, alors là où on s'est posé la question, c'est dans les changements d'attributaire. Le changement d'attributaire, il n'est pas prévu par le Code civil. Et un auteur qui était loin d'être un auteur ignorant, qui était Georges Morin, quand il avait commenté la loi, il n'y a pas de changement d'attributaire possible. La loi dit que le lot de certains des copartageants pourra être composé de biens par eux reçus. Par eux reçus. Donc disait Georges Morin, il n'y a pas de changement d'attributaire possible. On peut bien incorporer, mais en laissant les biens dans le lot de celui qui les a déjà reçus. Et puis la pratique notariale a montré que le changement d'attributaire était fort utile, et l'administration fiscale a marché. Et elle a admis qu'il n'y ait qu'un droit de partage, alors même que l'on changeait l'attributaire. Là où on a coincé, c'est dans la transgénérationnelle, parce qu'il y a un texte fiscal particulier, et qui dit dans la transgénérationnelle, si on incorpore un bien avec changement d'attributaire, s'il n'y a pas de droit de mutation, qui c'est dans la même souche. Et c'est incompréhensible. Pourquoi dans une donation-partage ordinaire, quand on passe d'une souche à l'autre, c'est du droit de partage? Dans la transgénérationnelle, quand on passe d'un degré à un degré inférieur, c'est du droit de partage. Et dans la transgénérationnelle, on ne sait pas pourquoi, quand il y a un changement de souche, là, c'est du droit de mutation. Et je pense que le remède, il est du côté de la loi civile.
Parce que le texte fiscal, il a été écrit en contemplation du texte civil, qui n'envisage pas le changement de souche. Donc on aurait dû, en 2006, je trouve, dire expressément que la réincorporation pouvait se faire avec changement d'attributaire. Et je pense que là, la loi fiscale aurait marché. Je sais qu'un rescrit demande de rescrit avait été formée auprès du ministère des Finances. Ça a été oui, oui, oui. On est tombé sur un grincheux au dernier étage qui a dit non. Et je ne sais pas qui c'est, enfin, et qui n'a pas admis, dans cette hypothèse-là, le droit de partage, et qui a dit non, c'est un titre gratuit, en ligne directe, quand même. Au niveau fiscal, d'un point de vue général, vous ne pouvez pas avoir le droit de partage et le droit de mutation à titre gratuit. Vous pourriez avoir donc une donation-partage avec 100 de données plus 50 de réintégrés. Vous appliquez le 2,50 sur la partie partagée et le droit de donation sur la partie donnée. Globalement, en fait, la donation-partage transgénérationnelle, donc à ses subtilités où on a trouvé une mauvaise solution, la donation de plus de 15 ans, moins de 15 ans, alors qu'au départ, de toute façon, ils auraient déjà dû étendre la représentation fiscale à la donation-partage, qui est une pré-succession. Comme on l'avait, c'est ça qu'on aurait dû obtenir au départ. Les discussions n'ont pas avancé là-dessus. Merci. Une dernière question avant la pause. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Michael Stéphanie, je suis notaire à Marseille. Je voulais juste revenir sur la question, le sort dans les libéralités graduelles, le sort des actes qui ne sont pas de disposition, des actes conservatoires, des actes d'administration, quant à la jouissance future du second gratifié. Est-ce que les actes tombent ou non? Ma question est orientée sur la protection du conjoint si le premier gratifié, par exemple, consent un bail à son conjoint avant son décès. Il est considéré, je le rappelle, le premier gratifié comme un propriétaire ordinaire, donc je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de conclure un bail. Et la transmission se fait au titre de la propriété. Pour moi, sur ce cas de figure, il n'y a pas de problème. Mais je laisse... Il peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il est en vie. Hein, je veux dire, ses actes ne sont pas critiquables. Mais simplement, le jour où il meurt, il est réputé, sa propriété est anéantie. Et le risque, c'est que le bail tombe. C'est que le second gratifié récupère le bien libre de bail. Voilà, c'est tout. Me semble-t-il, hein, bon... Tout est quand même subordonné au respect de la publication de la charge, bien sûr, à la publicité foncière. Et à ce niveau-là, la publication de la charge elle est imposée pour les immeubles, mais évidemment, il n'y a aucune publicité qui est prévue pour les meubles. Et à ce niveau, vraiment pour les meubles, c'est un vrai problème parce que le second gratifié pourra se retrouver, l'acquéreur potentiel du meuble pourra se retrouver dépossédé sans même avoir été au courant de la charge. Bon, sous réserve de l'application de 2276, bien sûr. Pour les meubles. Je vous entends pas. Ah oui, le bail, il sera, à mon sens, oui. À mon sens, et au sens de M. Grimaldi aussi, il sera limité à la durée de la vie du premier gratifié. C'est vraiment le décès du premier gratifié qui engendrera la pleine propriété du second. Une chose qui est amusante dans cette libéralité, c'est que tant qu'on ne sait pas si le second gratifié survivra au premier, c'est l'incertitude la plus complète. Et la loi prévoit, dans une disposition assez intéressante, c'est que le premier gratifié peut abandonner les biens. Il en a marre de cette situation où il ne peut rien faire. Et que dit la loi? C'est que si il abandonne les biens, à ce moment-là, le second gratifié entre en jouissance. On ne dit pas qu'il devient propriétaire. Il entre en jouissance et il ne peut rien critiquer de ce qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'il sera propriétaire au jour de la mort du premier, si lui est encore en vie. C'est ça qui est, au fond, un peu troublant dans la graduelle, dans la résiduelle, c'est que, au fond, le droit du second gratifié est toujours subordonné à sa survie au premier, même si le premier lâche le volant en route. Juste une petite précision sur l'abandon de jouissance, justement, par le premier gratifié, c'est que, par l'abandon de la jouissance, il n'abandonne pas l'usufruit, puisque ça n'est qu'une jouissance. Et donc, à cet instant-là, il sera important de rédiger
une convention de manière à mettre à la charge du second gratifié qui récupère la jouissance les frais qui sont inhérents à cette jouissance, puisque n'étant pas usufruitier, ça n'est pas évidemment automatique. Ça, c'est vraiment une précision importante, parce que une des raisons de l'abandon de la jouissance, ça peut être aussi le fait de ne plus pouvoir assumer les charges d'entretien. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Donc, un quart d'heure de pause avant d'aborder la deuxième partie de notre colloque. Merci encore pour ces questions.